Cet arsenic underground, souvent camp, mais toujours politique, joue avec les normes de genre en créant des personnages et des créatures qui portent un regard ironique sur une société étriquée. Mais l'art du drag tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas seulement une pratique de travestissement. C'est aussi un art du spectacle éminemment politique, une pratique collective et communautaire dont l'histoire est intimement liée aux luttes LGBTQIA+. C'est l'histoire d'une pratique clandestine et violemment réprimée qui se popularise jusqu'à devenir aujourd'hui l'objet d'une émission au succès international. Alors êtes-vous plutôt drag queen ou drag king? Pageant queen, fashion queen, comedy queen, glamour queen ou genderfuck? Pas de panique, on vous explique tout dans une vidéo légendaire. Draction. Si l'on entend par drag une pratique de travestissement consistant à performer un personnage du genre opposé à celui ou celle qu'il incarne, on peut considérer qu'il a toujours existé. Le chevalier Déon, espion ou espionne de Louis XV, monsieur frère de Louis XIV, l'abbé de Choisy, la pirate Anne Bonny ou encore Georges Sand d'Écolette, ces figures sont souvent considérées comme des ancêtres du drag moderne. Hormis pour le théâtre de la Grèce antique ou le kabuki japonais, ces pratiques de travestissement étaient donc le plus souvent le fait de personnes privilégiées de par leur position sociale, ou bien un moyen pour les femmes d'accéder à des privilèges réservés aux hommes. Les historiens du drag moderne situent sa naissance à Washington à la fin du XIXe siècle. Aux États-Unis et dans une partie de l'Europe, c'est l'époque du développement de la société industrielle capitaliste et de la bourgeoisie. Cette période s'accompagne d'une modification des rapports de pouvoir entre hommes et femmes et d'un durcissement des normes de genre et de sexualité qui se traduit notamment par une plus grande répression de l'homosexualité et du travestissement. Cette répression participe de la formation de communautés queer qui se retrouvent lors de rendez-vous clandestins, notamment les bals. Les premiers bals de drague documentés par l'histoire sont ceux de William Dorsey Swann, membre de la communauté noire queer de Washington et considéré comme la première personne à s'être désignée Queen of Drag. Au cours des années 1880 et 1890, il organise une série de bals dont les convives étaient en majorité des hommes, anciens esclaves, qui se paraient de robes, dansaient et imitaient le maniérisme des propriétaires de plantations. À la fin du bal, le prix de la reine du bal était attribué à la meilleure danseuse. De nombreuses descentes policières répriment les bals de William Dorsey Swann et celui-ci sera finalement condamné en 1896 pour avoir tenu une maison désordonnée. La première Queen of Drag de l'histoire continue d'inspirer les drag queens modernes, à l'image de Soa de Muse qui lui a rendu hommage dans Drag Race Global All Stars. Parce que voilà, tu pars aux États-Unis, tu vas découvrir William Dorsey Swann, waouh, putain, première drag queen. Pourquoi? Parce qu'il avait des longues robes et avec des longues traînes. Il était toujours obligé de ramener sa traîne vers lui. Soit à un moment, il s'est dit, donc to drag something to him. Et un jour, il s'est dit, oh, I'm the queen of drag. Ça a commencé comme ça. Donc tu sais, il y a RuPaul qui dit, I'm the queen of drag. Non, non, chérie. William Dorsey Swann était là avant toi. Les bals sont ainsi considérés comme les ancêtres de ce qui deviendra la culture ballroom et le voguing. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Côté drag king, la figure majeure de cette époque s'appelle Annie Hindle. Née en Angleterre dans les années 1840, elle émigre aux États-Unis en 1868 où elle performe dans ce qui sera l'art des drag kings jusqu'en 1904, date à laquelle on perd sa trace. Dès ses premières apparitions, elle inspirera d'autres figures du drag comme Ella Wessner qu'elle forme. Ces prémices du drag vont se diffuser un peu plus largement avec le développement de la culture cabaret. Au début du XXe siècle, music hall, cabaret, café-théâtre et concerts fleurissent un peu partout en Europe et outre-Atlantique. Ces 2 décennies qu'on appelle les années folles marquent l'essor du transformisme. Le travestissement quitte le théâtre pour s'établir dans les bars et les clubs clandestins. Le drag se développe, y compris pour un public hétérosexuel friand du spectacle. Aux États-Unis, on appelle cette période le Pansy Craze. Elle fait connaître les stars du drag comme Jean Malin, Caril Norman et Ray Bourbon.
Le pansy craze est malgré tout de courte durée et laisse place à la prohibition, l'interdiction de vente d'alcool. Elle entraîne une grosse répression, fermeture de lieux de fête et apparition de lois qui ciblent les communautés queer. Gene Malin, qui tournait des films pour Hollywood, est licencié juste avant son décès dans un accident de voiture en 1933. Les restrictions américaines poussent ces artistes à s'exiler en Europe, notamment à Paris et Berlin, pour une raison simple. À cette époque, la France ne criminalise pas officiellement l'homosexualité, bien qu'elle interdise le travestissement, et elles y exportent ainsi leur art. À Paris, les cabarets, y compris les cabarets lesbiens comme le Monocle, rencontrent un franc succès. Le Magic City organise même un bal travesti 2 fois par an dans les années 20. Malgré tout, la vague conservatrice finit par gagner l'Europe. Progressivement, les cabarets berlinois puis parisiens sont fermés quand ils ne sont pas brûlés ou détruits comme le Magic City pendant l'occupation allemande. Parallèlement, le régime de Vichy instaure en 1942 une législation pénalisant explicitement l'homosexualité. Après la guerre, les 2 décennies suivantes sont marquées par un tournant politique et culturel conservateur. Les interdictions pleuvent sur les minorités sexuelles. Interdiction de danser entre hommes, interdiction de se travestir, port obligatoire de vêtements associés à son sexe, harcèlement policier par la fameuse brigade mondaine parisienne qui officie de 1901 à 1975. De cette répression émergent des contre-cultures et des revendications politiques dont le drag est partie prenante. C'est comme ça que naît la culture des maisons, ou house en anglais. Chaque maison fonctionne comme une famille de substitution. C'est à la fois un toit et un espace d'entraide. Elle est dirigée par un père ou une mère dont tous les enfants portent le nom. Petit clin d'œil à notre queen locale, Brittany Hart, et à la Hart Family. Une house, c'est déjà une famille choisie, très important dans la culture queer. Les familles s'affrontent lors de balls pour amener le plus de titres possible. Mais concrètement, c'est quoi un ball ? A ball is the very word. Whatever you want to be, you be. So at a ball, you have a chance to display your arrogance, your seductiveness, your beauty, your wit, your charm, your knowledge. You can become anything and do anything right here, right now, and won't be questioned. I came, I saw, I conquered. That's a ball. Give her what she wants. She bring it to you every ball. Why y'all gagging though? Un ball est une compétition où les candidats et candidates essayent d'incarner au mieux, de la manière la plus réaliste possible, la catégorie pour laquelle il y a le concours. When I first started going to balls, it was all about drag queens, and they were interested in looking like Las Vegas showgirls. Back pieces, tail pieces, feathers, beads, and all that. But as the 70s rolled around, the things started changing. It started coming down to just wanting to look like a gorgeous movie star like Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor. And now they went from that to trying to look like models like Iman and Christy Brinkley and Maud Adams and all those children. Everyone couldn't be a Las Vegas showgirl. Everyone couldn't put on a stack of feathers and a big headpiece. So they made the categories for everybody. That's what really made the balls change. So there was more involvement. Everyone that goes to one of these affairs now damn near participates. Eventually, over the course of a year's balls, they've all walked the runway in some category or another. Either you've got a nice body, or you are very fashionable, or you're very pretty, or you're very real looking, but there's always something there for everyone. And that's what keeps them all coming. And it's like in nature. I'm such a nature fan. The young ones are always bucking to move the old bulls out of the way. That's why they change, go through all these mad categories. Les épreuves phares comportent du voguing et un lip sync, un playback. Rendez-vous chez Bob, TQ Gala, tapis rouge du maître, le bol vienna. Je déboule en cabran, Capri Lima, sur tous les billboards, c'est moi que tu vois. La couronne est mienne, ça tombe à pic. Les covers sont faites, le père épique. Le capot qui est fable, la wig est slick. Tu pourras toucher que si t'as le chic. Bon, mais le problème c'est que dans les années 60, même les milieux queer n'échappent pas au racisme. Il était malheureusement courant pour des drag queens racisées de se blanchir la peau pour avoir une chance de gagner à une compétition. Crystal LaBeija fait partie des rares drag queens afro-américaines à avoir gagné un ball organisé par des blanches. Écœurées par le racisme qu'elles subissent pendant les compétitions, Crystal et Lottie LaBeija décident de produire leur propre ball drag afin de faire entendre leur voix.
And you're showing your colors and stuff. I am doing it bad, but I have a right to show my color, darling. I am beautiful, and I know I'm beautiful. La House of La Beja, fondée en 1968, va marquer le début de la culture ball moderne à Harlem. Historiquement, l'avènement de la scène ballroom est donc une réaction au racisme que subissent les personnes noires et latinos aux États-Unis, jusque dans les milieux queer. Tout ça montre la dimension intrinsèquement politique et intersectionnelle du drag. Est-ce que le drag est encore politique ? Ah bah, Évidemment. pourquoi évidemment qu'il l'est. Et pourquoi, ma chère Lips En vrai, il est hyper politique parce qu'on délivre des messages, en fait, tout simplement à l'intérieur, à travers notre art, qu'on est forcément des personnes qui représentent une communauté qui est encore malheureusement mise de côté, marginalisée et persécutée. On essaie de le rappeler tout le temps, le drag c'est festif, c'est des paillettes et c'est fait pour divertir, mais en même temps faut pas oublier d'où ça vient, faut pas oublier notre histoire. Ça l'a toujours évidemment été, mais là encore plus particulièrement avec le climat actuel. C'est très compliqué pour plein de personnes. Je pense que du coup c'est d'autant plus important qu'on se raccorde au côté justement politique et militant du drag au-delà des paillettes, particulièrement maintenant. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont en avoir grandement besoin. Peu connu en France, un autre événement à la même époque va marquer durablement l'histoire des communautés LGBTQIA+, et du drag. Après un raid de police très violent dans un bar gay de Greenwich Village à New York, des émeutes éclatent le 28 juin 1969. C'est ce qu'on appelle les émeutes de Stonewall. That was no riot. Everybody says a riot. It was a disobedience, and then they started fighting back. It was a rebellion. And once they got the hang of it, they rebelled quite well. Explique Stormé Delavry, une drag king lesbienne butch, figure de proue des luttes LGBTQIA+, et considérée par beaucoup comme la première personne à avoir déclenché les émeutes. Pour en savoir plus sur les émeutes de Stonewall, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En France aussi, le début des années 1970 est marqué par les luttes gays et lesbiennes avec la fondation du Phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, dans le sillage du mouvement de mai 68 qui ne fit pas de place aux revendications féministes et queer. Faire quelque chose d'assez différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos. Très peu en Europe, mais enfin pas mal en Amérique. Ghettos genre dancing, endroit où on peut faire des rencontres pour baiser, mais surtout un endroit où enfin nous libérons les rues au lieu de montrer notre sexualité dégoûtante autant que nous soyons parqués. Ça ne nous plaisait pas. Ce que nous avons voulu, c'est avoir un contact avec les autres, ce qu'on nous refusait. D'où, justement, notre participation au défilé du 1er mai. D'autres actions qui suivront. Il y a eu, bien entendu, les articles que nous avons faits dans tout, expliciter aussi un certain nombre de nos positions. Et je ne suis pas représentative le mois du monde. D'ailleurs, personne parmi nous n'est représentative. Nous ne sommes pas un groupement bureaucratique avec des structures hiérarchisées, absolument pas. Ce qui fait que je ne peux rien vous dire sur l'avenir. Là, je vous ai raconté nos idées, ce que nous avons fait grosso modo, vous avez pu le voir dans tout et dans ce film, mais je ne peux rien vous dire de ce que nous ferons ensuite, parce que je ne suis pas représentative et que c'est aux camarades à en décider, à en parler dans les AG que nous avons tous les jeudis aux Beaux-Arts de 6 à 8. La communauté queer se structure alors en une force politique qui réclame l'émancipation et des droits pour les minorités sexuelles. En souvenir des émeutes de Stonewall, se tiennent les premières marches des fiertés, les Gay Pride, aux États-Unis en juin 1970, puis ailleurs dans le monde. Les drag queens sont évidemment de la partie. En France, les marches homosexuelles, organisées à partir de 1977, sont régulièrement agitées par les Gasolines, un groupe informel de personnes s'identifiant comme folles ou travesties et de personnes trans, connues pour leur esprit camp, leur coup d'éclat provocateur et leur célèbre slogan « Prolétaires de tous les pays, caressez-vous ».
Des groupes de drague sont aussi présents dans le Gay Liberation Front, fondé dans la foulée des premières Pride états-uniennes. On y trouve notamment les Sisters of Perpetual Indulgence, les Coquettes, les Radical Fairies, qui rejettent le patriarcat, militent contre le VIH et l'homophobie. Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence sont ainsi en France et ont même un couvent à Paris, avec bien sûr une mère supérieure, un pape, des sœurs, des saints et des saintes, et même leur propre garde-cuisse. Et il y a même le couvent écuménique de Bretagne, créé en 2025, avec sœur Mélusine du sextuple orgasme, sœur Proxima des senteurs des astres éternels et sœur Frida culo-rectal al-Khalvar. En 1972, Charles Aznavour chante une chanson écrite et composée par lui, comme ils disent. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. Alors que l'homosexualité est toujours passible de prison, il chante à la première personne un texte mettant en scène un jeune homosexuel qui se travestit dans les cabarets la nuit. Aznavour prend fait et cause contre l'homophobie. Pour la première fois, la chanson ne caricature pas ni ne se moque. Une chanson qui dépeint la vie d'un homme gay avec une intelligence, une bienveillance et une finesse qui manquent encore à beaucoup aujourd'hui. Écrit Alexis Patry au lendemain de la mort de l'artiste dans un article pour le magazine Têtu. Quant à Hélène Azera, journaliste et ancienne militante du Phare, elle explique que cette chanson était extrêmement culottée, quoi qu'en puissent dire les copains. Elle a fait irruption dans un univers de variété où les seules chansons sur les homos étaient soit comiques, soit exprimées dans un second degré qui n'était pas perceptible par tout le monde. On est loin du rire du sergent de Michel Sardou, sorti la même année. Les années 80, marquées par le succès du cabaret de Michou, amènent un changement progressif. De culture underground, le drag s'immisce dans la pop culture auprès du grand public. Plusieurs films à grand succès marquent cette période, comme Priscilla folle du désert et le célébrissime Rocky Horror Picture Show, qui a fêté ses 50 ans cette année. Ça ne vous dit rien ? Mais si, vous savez ce film aux allures improbables avec Yel. Yel, c'est le docteur Frankenfurter, un personnage drag de scientifique fou folle, symbole du film pour le public. Attention, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Ce film culte est toujours diffusé au cinéma, notamment à Paris, où un cinéma le diffuse une fois par semaine depuis 1978, avec des animations à chaque fois. En plus du cinéma, on commence à voir apparaître des personnalités qui participent à la diffusion de la culture drag. L'actrice drag Divine. Égérie de John Waters au début de sa carrière, elle joue plutôt dans des films underground assez trash et interdits aux moins de 18 ans. En 1988, elle se voit offrir le rôle d'Edna Turnbull, qui la propulse sur la scène des comédies musicales familiales. Malheureusement, Divine s'éteint dans son sommeil la même année, à seulement 42 ans. En 1991 sort le documentaire Paris is Burning, qui filme le monde des balls, du voguing et du drag. You have space to do all that you intend to. This movie is about the ball circuit, a competition among gay people under one roof. It's like crossing into the looking glass. A house, their families, kids with broken homes or no home at all. My name is Angie Extravaganza, and I am the mother of the House of Extravaganza. I'm Willie Ninja, the mother of the House of Ninja. Ninjas hit hard, they hit fast. We come out to assassinate. I am Pepper LaBeija, the legendary mother of the House of LaBeija, and I've been around for 2 decades. Reigning, that is. Marqué par de nombreuses controverses financières aussi bien que par l'assassinat pendant le tournage de Venus Extravaganza, performeuse transgenre américaine, Paris is Burning a permis de faire connaître la culture des balls au grand public. Côté français, c'est un numéro d'envoyé spécial diffusé en 1995 qui offre une vue sur le drag parisien. God.
scène, Mylène Farmer, indétrônable icône gay, se fait accompagner par des drag queens. Progressivement, les drag queens sont intégrées à la culture clubbing. Des boîtes de nuit gays et hétéros proposent même des drag shows. Myself up, turn the world on its head. Don't forget what my mama said. People talking since the beginning of time. Unless they paying your bills, pay them bitches no mind. C'est véritablement l'émission RuPaul's Drag Race qui marque un tournant dans la visibilité drag. RuPaul, née le 17 novembre 1960 à San Diego en Californie, est une drag queen américaine connue aussi pour ses chansons et ses rôles au cinéma. Au début des années 90, RuPaul s'est fait connaître de la scène des clubs new-yorkais, où il est surnommé la reine de Manhattan par des DJ locaux. Participant plutôt à des spectacles genderfuck à ses débuts, spectacles qui se moquent des normes de genre en les tordant, il apparaît pendant plusieurs années au festival de drag queen Wickstock. My name is RuPaul, supermodel of the world. You know, when I started out right here in this neighborhood, they told me I couldn't make it. They said, wasn't no big black drag queen in the pop world and you ain't gonna do it. And look at the bitch now. En 2009, il lance l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race, un concours de drag queen. L'émission emporte rapidement l'adhésion du public et de la critique. Elle remporte même 12 Primetime Emmy Awards de la meilleure émission de télé-réalité, et ce, pendant plusieurs années consécutives. L'émission, qui s'étend sur 17 saisons, se dote de spin-offs RuPaul's Drag Race All Star et Secret Celebrity Drag Race, et s'exporte dans le monde. Thaïlande, Royaume-Uni, Canada, Pays-Bas, Australie et Nouvelle-Zélande, Espagne, Italie, Philippines, Allemagne, Belgique, Brésil, Mexique, Suède et bientôt en Afrique du Sud. La chaîne WOW présente plus est même uniquement consacrée au drag. Le 23 juin 2022, France TV lance le premier épisode de la saison de Drag Race France, présenté par Nicky Doll, la drag queen française la plus connue des États-Unis. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans Drag Race France. Showtime. Que la meilleure drag queen gagne. À l'origine, seul le premier épisode devait passer à la télé, le reste devant être diffusé en ligne, mais au vu du succès, la production change d'avis et sort l'intégralité de la saison directement à la télévision sur le service public. En 2025, on compte 3 saisons, une saison All-Star qui vient d'achever sa tournée partout en France et une saison 4 en cours de préparation. Elle France consacre un dossier à Cam Hughes dès 2021, propose des portraits de Paloma et du Philippe et affiche même Keyona, la reine de la saison 2, en couverture. En France comme à l'étranger, les queens deviennent des stars internationales. Elles font des tournées mondiales, sortent des singles, des lignes de maquillage et continuent de jouer au cinéma comme Cookie County dans 3 nuits par semaine. Nicky Doll, Paloma et Peach font une apparition remarquée et remarquable lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024. Côté revers de la médaille, cette popularisation s'accompagne d'une valorisation de certains types de drague au détriment d'autres. Les drama queens glamour aux robes couture ont tendance à éclipser les artistes genderfuck, drag king et créatures qui ont moins l'occasion de se produire sur scène. Un environnement grossophobe est également dénoncé par de nombreuses drag queens qui regrettent une normativité des corps drag. Moi, la grossophobie, c'est quelque chose que je subis depuis des années. Et ma spécialité, c'est l'effeuillage burlesque. C'est je me mets à nu sur scène. Le burlesque, c'est la grand-mère du striptease. La différence, c'est que tu ne verras jamais de sexe ni de tétons. Et moi, il était indispensable, quand j'ai commencé mon métier, de montrer mon corps et de faire réaliser aux gens que ce corps est beau. Point final. Si l'émission Drag Race ne met pas fin aux discriminations et s'accompagne de son propre lot de critiques, cette visibilité permet aux artistes de témoigner des violences qu'elles peuvent subir au quotidien et des pressions de la société sur le corps queer.
L'ouverture au grand public, la popularité des drag shows et des lectures drag dans les médiathèques de France offrent néanmoins une porte ouverte sur les cultures queer. On espère que la découverte de cet art amènera à moins d'actes de violence et plus de joie et de paillettes. Si vous avez aimé ce premier épisode de la Queerothèque, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Vous trouverez toutes les ressources qui nous ont permis d'écrire cet épisode et plus encore dans la description. On se dit à bientôt et en attendant, fréquentez votre bibliothèque, c'est important. Megan Docci. Ici c'est la France avec un goût de Californie. Cardi, Megan Docci. Ici c'est la France avec un goût de Californie. Je suis la plus forte, je suis la plus vue, la plus TV. C'est moi dans le page m'attends qui collectionne les vies. Tu sais que c'est trop matin, je vais pas te faire un rébut. Je suis tellement dans le futur que je retourne au début. Y'a comme un bug dans mon Excelsius. Je sors sur le buzz, bouillant comme Celsius. Ceux qui sont gays, gros jab dans le plexus. On ken mais ça fait un bail qu'on s'aime plus.